Formation sur les techniques de prévention et de sensibilisation des travailleurs sur la corruption. L'initiative est de la plateforme des organisations syndicales de lutte contre la corruption à travers un atelier de formation de 2 jours. Contre le Covid-19, WaterAid Mali appelle au respect des mesures d'hygiène des mains. Les développements à suivre sur la question. Dans la page internationale, il sera entre autres question de la Guinée, où l'ancien président de la transition Dadis Camara se dit prêt à se mettre à la disposition de la justice afin de faire la lumière sur les événements ayant précédé sa chute. Aimables téléspectateurs, vous êtes sur Joliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Joliba Evening News. Pour commencer, ce communiqué en date du 22 décembre 2021 de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, SYNTAP, section syndicale de la justice. Le bureau exécutif de la section syndicale de la justice informe ses militants et sympathisants du rejet du projet de décret portant indemnité de la judicature en cours d'adoption par le ministre des Finances et de l'Économie. Compte tenu de cette situation révoltante, la section syndicale de la justice tient à la mobilisation de tous les militants pour l'exécution prochaine du mot d'ordre de grève. Autre point de l'actualité, la plateforme des organisations syndicales de lutte contre la corruption post-LCA organise un atelier de formation de 2 jours sur la lutte contre la corruption à l'endroit de ses membres et des représentants de certaines organisations syndicales. Le but de cette formation est d'outiller les participants des connaissances nécessaires afin de prévenir et lutter efficacement contre ce fléau. Aminata Chektal et El Hadji Malik Guiteye. L'objectif de la plateforme des organisations syndicales de lutte contre la corruption est de fédérer les efforts de l'ensemble des fêtières qui luttent contre ce mal qui mine l'économie du pays. Pour atteindre cet objectif, la plateforme a décidé de former ses membres ainsi que certains représentants syndicaux sur les techniques de prévention et de sensibilisation sur la corruption. Il y a d'abord comment faire une bonne sensibilisation au niveau de nos différents services pour éviter la corruption. Ça, c'est d'abord le premier objectif que nous devrons faire. Le deuxième maintenant, c'est voir si la corruption est faite, comment, qu'est qualifié de corruption. Lors de la formation, que nous allons connaître tous les contours par rapport à la corruption et nous allons quand même faire des restitutions à la base parce que nous sommes des leaders syndicaux. L'objectif principal de la plateforme est d'accompagner les structures de l'État qui luttent contre la corruption telles que l'OCLEI et le bureau du vérificateur général. Dans tous les pays où la lutte contre la corruption a été une réalité, il y a eu l'appui des syndicats. Et nous nous sommes dit pourquoi le Mali va rester en marge et nous allons tout faire pour que le Mali aussi, un jour soit une leçon pour les autres. Mieux que ça, c'est nos réalités quotidiennes qui nous ont poussé à créer la plateforme parce que nous nous sommes dit que pour l'amélioration de nos conditions de vie, pour l'augmentation de nos différents salaires et primes que nous suggérons tous les jours, il faut lutter contre la corruption. Pour cela, les responsables de cette plateforme invitent les autres organisations syndicales pour une synergie d'action. Un pays vaste comme le Mali, un pays aussi trempé dans la corruption comme le Mali, c'est difficile, c'est l'utopie de penser que quelques individus peuvent quand même lutter totalement contre la corruption. Mais en conjuguant les efforts avec l'adhésion populaire de tout le monde, je pense que nous allons vaincre la corruption au Mali. Pour rappel, cette initiative est soutenue par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI, et ils sont 25 personnes à prendre part à cette formation, dont 19 sont des membres de la plateforme. Appel au respect des mesures d'hygiène des mains contre le Covid-19. WaterAid contribue à la riposte Covid-19 en menant une campagne de communication. Elle vise à accélérer les progrès vers un accès équitable et inclusif à l'hygiène des mains. Arona Saliakone pour le reportage. Dans le cadre de la réponse Covid-19, WaterAid a lancé en 2021 une campagne de communication et de plaidoyer appelée Hygiene for Health, Hygiène pour la santé. Cette campagne constitue une réaction de l'organisation contre la pandémie. WaterAid a riposté, a organisé une réponse à la pandémie et comme vous le savez, nous travaillons dans les domaines de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et donc, il était de notre devoir tout de suite de réagir pour justement faire face à cette pandémie
en matière d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Comme vous le savez, l'hygiène est un pilier de la lutte contre la COVID-19. L'objectif de la campagne Hygiène pour la santé est d'accélérer les progrès vers un accès équitable et inclusif à l'hygiène des mains, à la fourniture des services WASH dans les établissements de santé afin de prévenir les infections. Et lutter contre la COVID-19, mais aussi, comme nous travaillons dans les domaines de l'hygiène depuis longtemps, nos interventions vont aussi dans le sens de la prévention des maladies. La COVID-19 et d'autres maladies infectieuses. L'un des aspects les plus importants de cet accès à l'hygiène est sans nul doute le lavage des mains au savon. Une pratique simple qui a un grand impact sur l'élimination des microbes et la prévention des maladies. Les spécialistes définissent l'hygiène comme l'art de prévenir les maladies. Sur le plan santé, l'hygiène joue un rôle important dans la prévention des maladies. Et les études ont montré que, à travers seulement le lavage des mains au savon, on peut réduire de 90% la charge microbienne. L'autre importance de l'hygiène des mains est économique selon une étude de WaterAid. Et des études menées par WaterAid ont montré qu'on pourra avoir des avantages, des avantages nets de 37 milliards de dollars d'ici à 2040. Donc cela est très important en termes de gains économiques. Le Mali, à travers le ministère de la Santé, s'est engagé lors de l'Assemblée générale de la santé de Genève en 2019 à respecter les résolutions de l'Assemblée. WaterAid appelle le gouvernement à l'application de ces résolutions. Ces résolutions-là comportent plusieurs axes. Et fort heureusement que le Mali a quand même élaboré un plan d'action. Ces plans d'action quand même qui comportent 11 activités majeures. Et ces plans d'action tardent justement à être mis en œuvre. Donc nous appelons justement les acteurs principaux pour mettre en œuvre ces plans d'action. Il est à rappeler que WaterAid est une organisation non gouvernementale internationale travaillant sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Elle a été créée en 1981 lors de la décennie des Nations Unies sur l'eau. Il opère dans 34 pays. Le partenariat régional sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale organise ce 23 et 24 décembre 2021 une conférence débat sur le processus de promotion du Nexus eau, sécurité, paix, enjeux, défis et opportunités pour la jeunesse en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de contribuer à la consolidation des sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable. C'est à travers une meilleure prise en compte des préoccupations liées à la jeunesse. Aïssata Traoré et Ibrahim Guindo pour le reportage. L'eau, la paix et la sécurité sont inexorablement liées. Face aux multiples défis de gestion des ressources en eau, une mobilisation de la jeunesse pour la promotion de la sécurité et de la paix est nécessaire. Il était important d'avoir une telle occasion pour voir quel est le lien entre l'eau, sécurité, paix, enjeux, surtout avec les problèmes de jeunesse. Vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir de l'humanité, comme on le dit. Donc, il vaut mieux avoir cette jeunesse-là bien préparée pour pouvoir affronter donc, ces thématiques, pour déjà sensibiliser, faire d'abord un état des lieux au niveau national, des bonnes pratiques et des défis également, et en même temps préparer des projets de recommandations et des thématiques même pour la sensibilisation des décideurs, tout comme la sensibilisation des jeunes. Pour l'atteinte des objectifs de développement durable, l'accès universel à l'eau et à l'assainissement reste une priorité pour les pays du monde. Dans le contexte national, cela demeure un axe majeur de la politique de développement. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère en charge de l'eau, a entrepris en 2019 la relecture de la politique nationale de l'eau assortie de 4 programmes nationaux de mise en œuvre, dont le programme national de gestion intégrée des ressources en eau, qui a comme objectif de faire de l'eau un facteur de croissance économique
et de bien-être social pour contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté. Selon le secrétaire exécutif du Partenariat mondial de l'eau, l'aboutissement d'un tel projet exige la participation active de toutes les parties prenantes, notamment les jeunes. Et les enjeux sont énormes. Avec la question de sécurité, mais également la question de la paix. Il y a des connexions, il y a des liens directs entre la question de l'eau, de la sécurité et de la paix. Et de façon intrinsèque, il y a les préoccupations des jeunes, les questions en rapport avec le développement durable, mais les questions liées aussi à l'employabilité. Comment on fait pour que les conflits en rapport avec l'eau soient vraiment atténués et mieux gérés. Durant 2 jours, les travaux porteront sur le partage d'informations et d'expériences sur l'approche Nexus Eau, sécurité et paix. C'est la période de la saison froide, une saison qui rime avec l'abondance de la friperie Yugu Yugu dans les rues et les marchés de la capitale malienne. Cette année, le marché de la friperie tourne au ralenti à cause de l'augmentation des prix dans les lieux de vente. Reportage Ibrahima Guindo. En cette période de fraîcheur, ils sont nombreux les Bamakois qui choisissent de se procurer des habits dans la friperie Yugu Yugu pour se protéger contre le froid. Cette année, le marché tourne au ralenti. La cause, l'augmentation des prix dans le point de vente. Une situation que les clients ont du mal à comprendre. Autrefois, quelle que soit la qualité du pantalon pour enfants, ça ne dépassait pas 300 à 500 francs CFA. Aujourd'hui, ils me parlent de 1000 francs CFA. Moi, je ne comprends pas. Selon les vendeurs détaillants, la cherté des produits vient de l'approvisionnement chez les grossistes à cause de la mauvaise qualité. Les paquets nous sont vendus cher et on y trouve beaucoup de mauvais vêtements. Nous n'arrivons même pas à recouvrir nos investissements. Le prix auquel les paquets étaient cédés n'est plus le même à cause de la maladie à coronavirus. Tout a augmenté, nous devons hausser nos prix, car nous vendons pour faire des bénéfices. Pour les grossistes, cette situation est indépendante de leur volonté. Ils affirment que cette cherté est due à la mauvaise qualité des paquets qui les parviennent et l'augmentation des frais de dédouanement. Aujourd'hui, nos fournisseurs ont ajouté 10 000 francs CFA sur le prix du conteneur. Je suis très triste. Les clients ne font que se plaindre. Il y a beaucoup de mauvais vêtements dans les paquets et le coût du dédouanement est très élevé. La crise politique couplée à la crise économique crée une situation difficile pour les Maliens. Dans les différents marchés sillonnés, vendeurs et acheteurs demandent au gouvernement de diminuer les frais de dédouanement. Dans l'image du jour, nous allons parler de fleuve, le Limpopo, un fleuve de l'Afrique australe dont le nom signifie fleuve des crocodiles. Il prend sa source à l'intérieur du continent en Afrique du Sud et se jette dans l'océan Indien au Mozambique après environ 1600 km. Son affluent principal est l'Olifant. Une partie de son cours détermine la frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. 14 millions de personnes vivent dans son bassin versant qui couvre environ 413 000 km². La demande en eau excéderait la ressource, contraindrait la population à une grande pauvreté et à des épisodes de malnutrition et de mauvaises récoltes. Le débit spécifique moyen du fleuve est de 0,6 litres par seconde et par km², correspondant à un module de 265 mètres cubes par seconde, ce qui est faible et résulte de précipitations moyennes peu abondantes sur la plus grande partie de son bassin. Le fleuve est de plus très irrégulier et connaît de nombreuses années sèches. Suivons maintenant le récit de l'actualité internationale avec Oumou Makalou. L'ancien président de transition en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara, arrivé mercredi à Conakry, se dit prêt à se mettre à la disposition de la justice pour faire la lumière sur les événements ayant précédé sa chute. Le 28 septembre, des militants avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, selon une commission d'enquête de l'ONU. Moussa Dadis Camara a dit vouloir encourager la tenue du procès de ces événements pour un offre de soulagement des familles des victimes, du peuple de Guinée et de la communauté internationale. Pour la mémoire des victimes
de ce douloureux événement pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l'histoire. Je suis entièrement, comme je l'ai toujours été, Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, je l'ai toujours été, comme bons Guinéens et Guinéens le savent, à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre. Des habitants de la capitale libyenne Tripoli expriment leur point de vue alors que les autorités ont confirmé la tenue des élections tant attendues du pays vendredi comme prévu est impossible et ont suggéré un report d'1 mois. Tout le monde attendait ces élections. Pour sauver la Libye, nous voulons un président élu par le peuple pour gouverner la Libye, qui serait reconnu par les États du monde afin de nous sortir de cette crise. Nous ne savons pas ce qui va se passer maintenant. Jusqu'à quand les élections seront-elles reportées? Après le 24 décembre, mais jusqu'à quand? 1 semaine? 2? 1 an? Personne ne sait. Dans l'ensemble, rien n'est clair. À Brighton, l'association Surfers Against Sewage demande au gouvernement britannique de renforcer la réglementation sur le déversement des eaux usées dans la mer par les compagnies des eaux pour protéger les surfeurs, les nageurs et l'environnement. Vous pouvez sentir les eaux usées, vous pouvez sentir les matières fécales, vous pouvez voir les excréments et vous voyez tous les morceaux de tissu et de papier et autres choses que les gens mettent dans leurs toilettes et qui finissent dans les réseaux d'égouts. Vous pouvez entendre les autres surfeurs pleurer de dégoût aussi quand vous êtes là-bas. La couleur de la mer n'est pas la même que quand vous êtes dedans. Tout à coup, c'est cette boue brune et verte. Ça devient une mer de boue. Je commence à avoir ces infections de l'oreille et vous savez, c'est vraiment douloureuse. J'ai dû aller chez le médecin et prendre des gouttes antibiotiques pour les oreilles. Je me suis demandé si la baignade n'en était pas la cause. J'ai commencé à entendre parler des eaux usées qui se déversent dans la rivière. Puis j'ai eu une autre infection de l'oreille, encore une fois très douloureuse. J'ai dû la traiter. J'ai pris des gouttes antibiotiques pour les oreilles. Encore quand je suis allé chez le généraliste et qu'il m'a demandé ce qui pouvait en être la cause, j'ai répondu que j'avais nagé dans la rivière. Il m'a dit, eh bien, à quoi vous attendiez-vous donc? Après la page internationale, voici la page culture. À quelques heures de l'ouverture de la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, les avis divergent à la Maison des artisans quant à l'apport du Siama. Si certains artisans s'apprêtent à prendre part à ce grand rendez-vous de l'artisanat, d'autres sont cependant moins enthousiastes. Reportage Youssouf Kone et Bakoroba Nyari. Ici, nous sommes à la Maison des artisans du Mali, de la maroquinerie à la ferronnerie, en passant par la bijouterie, des artisans à l'image d'Amadou Gagnessi s'activent pour la 3e édition du Salon international de l'artisan du Mali Siama qui ouvre ses portes ce jeudi 23 décembre 2021 dans la capitale malienne. La préparation des foires telles que le Siama, 3e édition, vraiment nous on est là-dessus, en train de préparer comme il faut. On a demandé des soins partout, mais alhamdulillah ça va, et Dieu nous a récompensés. Au-delà des Siama et autres foires temporaires à Bamako, les périodes de fêtes de fin d'année sont assez propices pour les artisans en termes de revenus. De fin d'année, on a vacances de fête. Nous avons plus de clients pendant les périodes de vacances et les fêtes de fin d'année. Il y a des étrangers en vacances au Mali qui viennent acheter nos produits. Les régionaux aussi viennent acheter souvent pour aller revendre dans les régions. Par exemple, en région là quoi. Selon des chiffres officiels, l'artisanat du Mali occupe plus de 40% de la population active et le secteur contribue à près de 15% au produit intérieur brut. Malgré ces chiffres reluisants, le secteur reste confronté à des difficultés. La crise qui secoue le pays et la pandémie de Covid-19 n'arrangent pas les choses. Je trouve que le marché n'est plus florissant comme à l'époque où des touristes fréquentaient le Mali. Vous n'êtes pas sans savoir que nos produits artisanaux sont plus prisés par les étrangers que les locaux.
Malais ont été consommés trop. Bon, Coca-Cola de va consommer. Bon, nous avons allé d'une fois galère là. Et jamana avec guerre là. Aujourd'hui, avec les crises que connaît notre pays et la Covid-19, il n'y a pas assez de clients. Sur un très général, Malais ont intéressé les bâtiments, c'est qu'on a donc là quoi. Djeneba Timaga, la quarantaine, est artisane depuis une vingtaine d'années. Elle qui a remporté plusieurs prix au Mali et à l'international est nostalgique des périodes fastes de l'artisanat malien. On a commencé ça depuis 1993. On a pris beaucoup de prix. Il y a les trophées même en haut. Maintenant, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas le marché. Les touristes ne viennent plus. On est trop fatigué même maintenant. On vient chaque jour, on part et rien. Des fois 2 semaines on peut faire sans les marchés. Cependant, la maison de l'artisanat du Mali a toujours des clients locaux comme Aminata Ba qui invite à la valorisation du Made in Mali. Bon, je suis venue acheter mon bracelet en argent. C'est juste pour mes enfants. Il y a des meilleures qualités ici. On fait des bons bracelets et des choses, plein de choses ici. Je peux juste dire que c'est ici qu'on fait les trucs maliens, culturels. On doit retourner à notre culture. Donc, c'est ici la base. Il y a beaucoup de choses ici. Le prix élevé des stands au Siaman n'est pas un facteur négligeable quant au désintérêt de certains artisans à cette foire. Et maintenant, place à une autre page, celle du sport. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, et vu la résistance des clubs européens quant à la libération des joueurs africains pour servir leurs différentes nations, le président de la CAF, Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est monté au créneau. Amadou Tolo revient sur l'affaire. Le président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, a annoncé lundi dernier que la CAN 2021 se déroulera bel et bien au Cameroun à partir du 9 janvier en dépit des rumeurs d'annulation. Mais le combat n'est pas terminé pour autant puisqu'il faut encore faire face aux réticences de nombreux clubs européens, notamment anglais, qui vont tenter de bloquer leurs internationaux africains. Présent devant la presse à l'issue d'une rencontre avec le président camerounais Paul Biya, ce mardi à Yaoundé, le patron du football africain a prôné le dialogue. Nous voulons que nos joueurs africains évoluent en Europe, qu'ils y réussissent et qu'ils jouent dans le monde entier. Mais nous voulons aussi construire le football africain pour qu'il devienne un pôle d'excellence mondiale. Nous allons donc nous engager avec tous les clubs, a promis le Sud-Africain dans des propos rapportés par une presse étrangère, en faisant certainement référence au protocole sanitaire mis en place pour le tournoi. Le dirigeant a ensuite quelque peu haussé le ton. De plus, nous sommes guidés par les règles de la FIFA qui empêchent les clubs de retenir un joueur appelé en équipe nationale pour une compétition officielle. C'est très important car on ne peut pas toujours permettre le fait que l'Afrique passe en dernière position, a assuré l'homme d'affaires. Le message est passé et les clubs européens vont bien devoir s'y plier sous peine d'encourir des sanctions. La Coupe d'Afrique des Nations a toujours été source de menaces par l'UEFA à l'endroit de la CAF, aux Africains de ne pas céder. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos antennes. Alors, excellente suite de programmes sur Joliba TV News.